Bonjour à tous, je m'appelle Quentin Roucher. Alors, Cassé se raconte l'histoire. Les aventures de Cassé racontent surtout une histoire de baleines dans la mer. Les aventures de Cassé racontent l'histoire d'un petit personnage qui habite sur une très très grande montagne, entourée par une métropole qui semble être sans fin et qui s'étend à perte de vue. Cassé aime vivre sur sa montagne, mais bientôt, il va se perdre dans la métaphysique. Bonjour Quentin Rouchet. Bonjour cher Joatan Sturel, enchanté de t'avoir et merci beaucoup de me donner un peu de temps pour parler de ce que je fais. Voilà, c'est pas souvent que ça arrive Euh, et je tiens alors, à te remercier d'autant plus que tu es le premier à le faire. Voilà. écoute, si c'est un plaisir pour toi, sache que le plaisir est partagé, ça c'est sûr. C'est pas un exercice que j'ai déjà fait sur ma chaîne, le fait de faire quelque chose avec quelqu'un. J'ai déjà fait ailleurs, mais pas sur ma chaîne. Mais bon, ça change rien. Donc c'est une Moi-même, nouveauté. c'est un plaisir mêlé à beaucoup de stress et beaucoup d'angoisse. Mais bon, on va voir comment ça se passe. Bon, tu veux dire que comme tous les artistes, tu as un côté stressé, un côté angoissé, un côté, c'est ce que je Peut-être crois. même plus que les autres, ça se trouve. Alors, écoute, mais je crois que c'est quand même une constante chez beaucoup d'artistes d'être, parce que j'imagine qu'être artiste, en fait, je parle du vrai artiste, pas l'artiste de posture qu'on va voir sur Canal+, etc. Le vrai artiste, en fait, qui a quasiment un rapport quasiment sacerdotal avec sa discipline, ce sont souvent soit des solitaires, soit des isolés, soit des anxieux, des grands anxieux, etc. Et probablement que l'inspiration vient plus facilement dans ce genre d'états qui sont pas les plus agréables à vivre, mais qui sont peut-être les plus propices à la création artistique. C'est en tout cas moi ce que j'avais constaté à titre personnel quand j'essaie d'écrire des nouvelles. Écrire une nouvelle joyeuse avec une histoire qui se finit bien, etc. J'y arrive pas en fait. Mon inspiration, je la trouve souvent dans la mélancolie, dans la nostalgie aussi, dans une forme aussi d'isolement, parce que j'imagine que et c'est une question que j'aurais à te poser, toi, en tant que créateur, parce que justement, tu es un créateur et qui, depuis un certain nombre d'années, fait des choses. J'imagine que quelqu'un qui est constamment dans les mondanités, constamment entouré de gens, etc., il n'a pas le temps de l'introspection. Et c'est sans doute dans l'introspection et en fait au fond de soi-même qu'on trouve des sources d'inspiration. Mais bon, on va en parler. Ouais. Avant toute Ouais. chose, oui, Juste pardon. un mot là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de sortes d'artistes, mais je dirais que les artistes, tous ont un avantage en fait sur les autres, c'est qu'ils peuvent être tristes, ils peuvent être mélancoliques, ils peuvent être acculés, ils peuvent avoir envie de se tuer tous les jours, mais ils peuvent vivre quand même parce que pour eux, vivre, c'est créer en fait. Et Oui, contrairement aux voyageurs, contrairement aux mecs qui travaillent pour travailler, en fait, bon, c'est un peu lourd au quotidien d'être triste tout le temps, mais en fait, il peut créer quoi. Et oui, donc, c'est il peut vrai. avancer dans sa vie et peu importe ce qu'il ressent, même sa tristesse peut l'aider à créer mieux, voire créer plus en fait. Et l'autre avantage de l'artiste, mais qui est peut-être aussi son calvaire, c'est que, et c'est ce qui fait qu'il est un artiste par rapport aux gens qui ne le sont pas, c'est qu'en fait, tout le monde ressent à un moment donné des moments difficiles dans la vie, de la nostalgie, de la mélancolie, de la tristesse. Mais l'artiste a cette capacité, alors le littérateur, il le met en phrases, en mots, le graveur, il le met en sculpture, enfin, etc. Le dessinateur, il le met sous dessin. Mais c'est que les artistes arrivent à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Et Mm. paradoxalement, bah, ça leur permet de créer, puisque par définition, ils ont la capacité de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et ça leur permet de matérialiser ce qu'ils ressentent. Et en même temps, le fait de savoir faire ça, c'est probablement leur calvaire, parce que je repense toujours à ce qu'il y avait dans 1984 d'Orwell, surtout la partie sur le novlangue. Les autorités, dans ce roman, passent leur temps à épurer le dictionnaire d'année en année. Et au fil des ans, le dictionnaire est de plus en plus fin, puisqu'il y a de moins en moins de mots, parce que l'idée, c'est que en faisant en sorte que les gens aient de moins en moins de mots pour exprimer des ressentis, des idées, des pensées, eh bien, à terme, ils finissent par ne plus être en capacité de ressentir ces idées, ces émotions et d'exprimer ces idées, en fait. Donc, plus on a de vocabulaire, c'est une sorte de paradoxe, mais plus on a de vocabulaire, plus on a la capacité de matérialiser ce qu'on ressent, ce qu'on pense, etc., plus on le fait par définition, et plus en même temps, c'est une sorte de puits sans fond. Et moi, j'ai connu des gens, des artistes anonymes, inconnus, pauvres, dont on n'entendra jamais parler, qui sont pas devenus fous, mais qui
qui ont déprimé, en fait, qui ont fini en dépression parce que ils arrivaient malheureusement trop bien à comprendre leur malheur et peut-être que, comme on dit, heureux les simples d'esprit, ceux qui ne comprennent pas leur malheur, des fois, ont la chance, entre guillemets, de ne pas comprendre qu'il leur arrive des malheurs. Mais bon, ça nous emmènerait dans des discussions philosophiques. Dans un premier temps, j'imagine que les Je gens crois qui... qu'aujourd'hui, même les simples d'esprit se font marcher dessus et qui restent plus que les vicieux et pervers. Mais bon, Oui, oui, bien, ça c'est on clair. met de saper l'ambiance tout de suite. Ah, c'est tout de suite, de là, là, on a foi en l'humanité tout de suite. Là. Les Ouais, gens ne te c'est connaissent pas forcément sur ma chaîne. artiste en dépression. Du coup, si tu voulais dire 2 mots sur qui tu es. Ah bah alors, très simplement, je m'appelle Quentin Boucher, je suis né le 1er février 1994, j'ai 26 ans, et là, ça fait 2 ans et demi que je fais que de la création, quoi. C'est-à-dire que avant, je faisais en sorte de travailler la moitié de l'année, et puis le reste de l'année, je faisais ce que je pouvais pour écrire, pour dessiner. Et là, ça fait 2 ans que je fais vraiment que ça. Donc, je fais une BD qui s'appelle Les Aventures de Dents Cassées. C'est une BD qui s'adresse un peu à tout le monde. En fait, je ne sais pas s'il y a un public vraiment cible. Et bon, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que même moi, je ne sais pas exactement ce que ça raconte en fait. D'accord. Bon, ça plaît beaucoup aux gens, ça se vend assez peu. Et puis, bon, je fais aussi. Là, j'écris un roman, par exemple. Voilà, je fais des choses comme ça. Donc, on a affaire à un artiste complet, entre guillemets. Ouais, quand même pas, mais Et tu es même éditeur. Tu ne l'as pas dit, ça. Tu as édité récemment, enfin, tu as édité un roman qui s'appelle, enfin, tu vas peut-être nous en parler, de Benjamin. alors, c'est un roman de Benjamin Berton qui s'appelle L'île merveilleuse, qui est un roman d'aventure. Bon, je dirais pas éditeur, mais disons que je sais à peu près comment sortir un bouquin en micro-édition, quoi. Et donc, j'ai aidé cet ami à sortir le sien. Et d'ailleurs, il a un certain succès. Oui. C'est un roman alors plutôt utopique. Pour le coup, ça peut aider les gens qui sont tristes. Enfin bon, en tout cas, sans aller jusque-là, ça peut les désennuyer quelques instants. Ça peut leur faire voir une face plus lumineuse du monde et du futur, on va dire ça comme ça. Et c'est un Et roman très Jules Vernien. très Jules Vernier, et il nous faut ce genre de fenêtre aussi sur l'espoir et sur l'espérance et sur des lendemains meilleurs. Bon, donc, ça veut dire que tu es effectivement un artiste très, très impliqué dans la création, et ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, juste pour faire une petite incise, moi, Quentin Rouchet, je le connais en fait depuis longtemps. Quand je dis longtemps, c'est pas 20 ans, mais de mémoire, quand j'ai ouvert mon compte Facebook, mon compte Facebook, je sais plus c'était quand, 2014, je crois. Je crois que l'un des premiers à m'avoir retrouvé sur cette page, sans doute parce qu'avant, tu m'avais sans doute vu sur YouTube faire des vidéos, notamment sur Onfray, etc. Et là, je me rends compte que le nom Quentin Rouchet apparaît dans les interactions, c'est dans les pouces, les commentaires, les machins, etc., depuis des années. On ne se Mm. parle pas à proprement parler depuis autant de temps, mais je vois dans mon décor visuel Quentin Rouchet, et je me souviens de quelque chose que tu avais mis en place il y a quelques années, mais je crois qu'il a été abandonné, mais tu vas nous le dire, Oula. et qui m'avait impressionné, parce que quand j'ai vu ce que tu voulais faire, quel était ton projet, je me suis dit, c'est pas banal. Et ce garçon est un individu assez singulier. Mais justement, j'aime les individus un peu singuliers, surtout quand ce sont des artistes. Et en fait, ce projet s'appelait le projet Arche, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu Voilà. t'en souviens? J'imagine que oui, juste Oui, oui, oui. en dire 2 mots, parce qu'en fait, je pense que c'est important pour la compréhension du personnage d'artiste de Quentin Rouchet. Donc, si tu veux nous expliquer ce qu'était le projet Arche. Bah, tout simplement, entre mars 2015 et mars 2020, j'ai posté un dessin par jour pendant 5 ans, donc sur les réseaux sociaux et sur enfin, plusieurs réseaux sociaux en fait. Mais pas que moi d'ailleurs, d'autres artistes ont participé. En fait, à la fin, il y avait une cinquantaine d'artistes qui faisaient la même chose, qui participaient au projet. Et en fait, c'était un dessin d'animal. Alors, au début, je le faisais en quelques minutes, après en quelques heures, parce que bon, c'est toujours comme ça. On commence, les choses sont simples au début, et puis après, on y met des efforts, et puis ça prend beaucoup plus de temps. Et en fait, c'était une sorte de calendrier à l'envers pour moi. C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, j'ai ressenti que le temps passait beaucoup plus vite, comme tous les gens de 20 ans, je pense. Mais moi, ça m'effrayait vraiment. Et donc, en faisant un dessin par jour comme ça me permettait de mieux voir le temps passer et de créer des repères temporels, en fait, de mesurer la distance de temps qui séparait deux jours ou deux événements, quoi. Ah d'accord, donc Donc, il y avait, on n'était pas forcément dans un objectif
de défis gargantuesques. C'était une sorte quasiment de thérapie, presque, en fait, on peut dire. On peut dire ça, mais bon, le but, c'était quand même de faire de beaux dessins, on va dire, évidemment. Et ça aboutit finalement, parce qu'il me semble qu'au départ, ça devait durer 10 ans, non? C'était pas ça? Ouais, c'est vrai. Bah, du coup, ça a duré 5 ans parce qu'à la fin, j'avais mieux à faire, en fait, tout simplement. Voilà, faut C'est pas... quand même pas mal. C'est-à-dire que pendant 5 ans, il y a eu une publication quotidienne d'un dessin d'animaux, d'un animal à chaque fois différent, etc. Donc en fait, si je voulais reparler de ça, alors que le projet Arch bon, bah, est arrêté, c'est quand même, ça pose quand même beaucoup, ça pose un peu le décor de qui est Quentin Roucher, parce que c'est pas banal. Et moi, quand je regarde tes bandes dessinées, là, dans Cassé, dont on va parler maintenant, je me dis, Quentin Roucher, franchement, il fait pas semblant, puisqu'on sait, quand on te suit sur les réseaux sociaux, que tu es vraiment capable, mais littéralement, c'est pas une blague, de passer des heures, des heures, des heures, des heures, des heures sur une même planche. On pourrait dire, oui, bah, quand la planche est compliquée, ça le nécessite. Mais des fois, il y a certaines planches, bon, je vais les mettre à l'écran, là, pendant qu'on Ouais. parle, qui sont composées en grande partie de petits points. Alors, j'allais dire des centaines, mais ce sont fait des milliers de petits points. Et chaque petit point est fait point par Quentin Roucher. Ça peut lui prendre des heures et des heures et des heures. Tu confirmes ça? Et, en effet, certaines pages prennent plus de 100 heures à faire. C'est fou, ça. C'est fou, hein. C'est Mais pour ça que, mais ça c'est très lié justement avec ton projet initial du projet Arch, qui donne la mesure, en fait, de ce qui est une sorte d'ambition, en fait. C'est-à-dire de faire quelque chose, de le faire un peu comme un Stakhanovitz ou de manière presque autistique, en fait. C'est-à-dire de se concentrer, non, mais de concentrer énormément de ouais, temps à quelque les gens disent chose. ça. Je préfère dire Stakhanovitz parce que ça, quand on dit autistique, du coup, c'est un peu plus péjoratif. Les gens pourraient mal le prendre, alors que je n'utilise pas ce mot dans un sens péjoratif, mais Non, je comprends bien, mais parfois on l'utilise à mon propos dans un sens péjoratif, on va dire. ah oui, Mais d'accord. Bah bon, alors moi, non, non. non seulement ça a quand même un attrait artistique, c'est-à-dire que les petits points, par exemple, ouais, ça permet simplement de faire des zones de gris, quoi, Oui, et oui, oui. puis je ne pourrais pas les faire par ordinateur parce que ce serait beaucoup moins bien, quoi. Et aussi, en fait, c'est une activité très méditative et en fait, même que je pourrais conseiller aux gens de faire, de tenter, quoi, en écoutant un petit peu de musique classique, voilà, puis en réfléchissant, ça permet vraiment de creuser en soi-même et parfois d'aller très loin. Et, en fait, passer beaucoup de temps à dessiner la BD permet aussi de trouver de nouvelles idées pour la BD, en fait. Bah oui, d'accord. Donc en Parfois, fait, c'est répétitif, parfois, je rajoute des choses parce que en passant du temps à faire des choses répétitives, ben, de nouvelles choses me viennent, quoi, ouais. en quelque sorte, on pourrait dire que généralement on dit le monstre se nourrit de lui-même, mais là, le monstre, encore une fois, c'est péjoratif, mais disons, l'inspiration se nourrit d'elle-même, en fait. C'est-à-dire que plus tu te passes de temps à t'occuper de ta BD, bah, plus tu as d'idées pour la prolonger, etc. Et d'ailleurs, j'aurais une question à te poser justement sur ça. Mais avant, peut-être redire un mot sur quelque chose que bon, je vais le montrer à la caméra, mais je le mettrai à l'image, on le verra mieux. Ça, Ouais. c'était quelque chose pour moi. J'en ai parlé sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si on voit, bon, je le mettrai à l'image. C'est une revue qui a été publiée donc, par toi, encadrée par toi, qui a réuni un certain nombre d'artistes sur le thème du confinement et du monde qui s'écroule, etc. Et tu avais lancé au début de confinement de l'année dernière, le vrai et unique confinement auquel on a été exposé, un Le jour appel à, même. le jour même, Le d'accord, donc un appel à contribution des artistes qui voulaient participer à une revue sur le thème, comment tu l'avais présenté, c'était sur le thème du confinement et du virus et de la fin du monde, en fait, en gros. confinement de même, ouais, parce qu'on ne savait vraiment pas ce qui allait se passer. Ouais, En fait, ce que je faisais dans Cassé, en l'occurrence le chapitre 3, et donc du coup, je faisais mes petits points, et puis j'écoutais la radio, j'écoutais même les radios Internet, quoi. Alors, vraiment de tout, il y avait les gens qui flippaient complètement, les gens qui ne croyaient pas, enfin bon, tu sais bien comment ça se ouais. passait, quoi. Et puis j'étais là en train de faire des petits points, j'avais l'impression que le monde allait exploser, quoi, là, qu'il allait y avoir des millions de morts, des émeutes, tout ça. Et je me suis dit, non, c'est trop bête, quoi, je suis en train de faire un truc complètement hors du temps. Et là, je me sentais comme rattrapé par le chaos. Mhm. Et j'ai senti tout de suite qu'il fallait mettre les mains dedans, en fait. Ah oui. Et donc, ce qui s'est passé, j'étais avec un autre dessinateur que j'hébergeais. On a commencé à faire des histoires. Et puis tout de suite, je me suis dit, bon, en fait, on va faire une revue. J'ai mis vraiment tout mon argent en jeu, en fait, parce que ça, je ne te l'ai pas dit. Mais parce que vraiment, je sentais que quelque chose de grave se passait, et en tout cas d'important, et qu'il fallait tout de suite accompagner ça, quoi. Et Oui. donc, j'ai fait un appel à texte, un appel à dessin. Et notamment, tu y as répondu à cet appel, puisque tu as fait une nouvelle dedans, on peut dire. Voilà, donc, il y a comme un conflit d'intérêts à parler de ça. Et une très belle nouvelle, d'ailleurs, très, très mignonne, voilà, d'amour entre deux adolescents pendant le confinement, quoi. Oui. Enfin, plutôt avant le confinement, et puis ils sont surpris par le confinement. Et donc, ça regroupait des textes de Jean-Louis Coste, de Tristan Darnaquette et de beaucoup de gens pour qui j'ai énormément d'admiration.
Et donc, je suis assez fier de cet objet. Alors, bon, vraiment, ça a été fait euh, voilà, pendant le confinement, donc en fait, pendant que le monde était plongé dans l'inconnu, quoi. Oui. Euh, alors, par exemple, dedans, il y a des gens qui disent que bon, tout ça, c'est des bêtises, que voilà, en fait, c'est une arnaque, en gros, quoi. Il y a des gens qui disent que c'est terrible et tout. Enfin, il y a beaucoup d'avis différents, quoi. Mais bon, c'est comme une capsule, voilà, du confinement, quoi. Et en fait, ça s'est bien vendu, finalement. C'est la seule chose que j'ai faite qui s'est bien vendue. Pas grâce à moi, mais plutôt parce qu'il y a beaucoup de gens dedans qui vendent des livres. Oui. Et donc, je suis rentré dans mes frais et puis je me suis acheté l'ordi avec lequel je te parle. Donc, Ah ouais, d'accord. Bon, c'était une opération. Enfin, vive le Covid, quoi, presque pour toi. je te dis parce qu'en fait, en général, je me ruine en faisant ce que je fais. Donc, Ah ouais, d'accord. Bon, bah là, le monde auto-ruine t'a permis de sortir un peu la tête de l'eau, respirer un et, petit peu, quoi. et je sais que c'est quand même devenu une sorte d'objet culte pour pas mal de gens, en fait. Le monde est en ruine, hein. Je sais que, bon, sans non plus en faire tout un truc, mais je sais qu'il y a des gens qui ont été profondément marqués par certaines participations dans cette revue, quoi, et que, en fait, je suis content de l'avoir fait parce que je pense qu'il en restera quelque chose même dans quelques années, quoi. Alors, tu dis qu'il y a des gens pour qui c'est un objet culte. Moi, je suis immensément fier, mais c'est même pas de la fierté. Je suis honoré d'avoir pu contribuer. Alors, c'est vrai que ma contribution, c'est une petite bafouille. C'est une nouvelle qui doit faire 3 pages dedans sur les plus de 200, combien? 250, je crois. 250 pages, oui. Oui. Donc, je voulais contribuer beaucoup plus. Entre-temps, j'ai été aspiré par un autre projet qui était l'écriture de mon propre livre, mais j'avais vraiment d'autres nouvelles à te proposer. Je t'aurais soumis d'autres nouvelles pour cette revue, dont une en particulier qui me tenait à cœur. Je te le dis maintenant. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. Ce que j'ai fait, moi, pendant le confinement, ça a été essentiellement d'écrire mon livre, évidemment. C'est extrêmement chronophage. Donc, en fait, j'ai presque pas vu le temps passer. Et en même temps, je lisais la trilogie divine de Philippe Cadic Mm. et je ne le savais pas à ce moment-là, mais certains des événements que l'on voit se produire dans la trilogie divine, notamment dans le tome 3, où les agents du gouvernement, en fait la police, mais en fait pas vraiment une police, mais une milice gouvernementale, etc., qui doit surveiller les moindres faits et gestes de tous les citoyens, qui se rend chez eux, qui les interroge sur leurs entourages, sur ce qu'ils ont fait à telle heure, tel jour, etc. Et c'était pas tout à fait le cas au moment du premier confinement, mais par la suite, on a vu que ce qu'on appelle aujourd'hui, peut-être un peu exagérément, mais pas forcément la tyrannie sanitaire, entre guillemets, où on voit des policiers faire des choses complètement délirantes. Même pendant le Mm. premier confinement, en fait, on a vu des gens se balader tout seuls en forêt, à plus d'1 kilomètre de chez eux, dans une forêt déserte, dans la France rurale. Et des policiers leur mettent des amendes de 135 euros parce que c'était les consignes, etc. Et ça, c'était tellement dicky, en fait. C'était tellement, ça ressemblait tellement aux prémices d'une instauration éventuelle de ce qui était quasiment un état policier où le citoyen n'est plus protégé par la police mais surveillé par elle. Donc, et je voulais faire une nouvelle sur ça en fait, sur un type qui va chercher son pain à la boulangerie en plein confinement. Il a fait son attestation, mais il rencontre les policiers, ça part en sucette et il doit se barrer et puis il se planque dans la forêt parce que du coup il est poursuivi. Alors qu'au final, son crime c'était d'avoir pensé qu'il pouvait aller chercher son pain à la boulangerie à 500 mètres sans son attestation. Mais comme il n'avait pas son attestation, un J'encourage policier. à la faire parce que Hein? j'encourage à l'écrire parce qu'en effet, ça peut. Ouais, j'aurais Quelqu'un vraiment qui fait voulu. monter en puissance, quoi. Ouais, c'est Ça peut ça. être. Une montée en puissance qui aboutit à une situation délirante à cause d'un déclic complètement absurde qui est une loi qui dit aux policiers de mettre des amendes à des gens qui n'ont pas rempli leur propre auto-attestation pour s'autoriser eux-mêmes à sortir de chez eux. C'est absurde. Mais dans l'univers de la science-fiction et de Philippe Cadic en particulier, l'absurde a une place très importante. Et là, il y avait tout qui se connectait. Il y avait le confinement, il y avait les décisions délirantes, il y avait ce que j'étais en train de lire, il y avait le fait que toi, tu voulais qu'on t'envoie des nouvelles, etc. Je me suis dit, là, c'est le moment pour écrire cette nouvelle. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Donc, je n'ai pu te fournir qu'une seule petite nouvelle, un peu mignonne, c'est vrai, dans le sens un peu plus inoffensive du point de vue de la dénonciation politique, on va dire. euh, Donc, oui, pour moi, c'est vraiment un objet. Moi, je suis vraiment honoré d'avoir participé à ça. Je te remercie. Je l'ai déjà fait. Je te remercie d'avoir eu l'idée de Merci faire ça. d'avoir participé. Vraiment, parce qu'en plus de ça, ça a été fait pendant les événements, en fait. C'est ça qui est important. Tu vois, Oui, oui. c'est pas un travail d'historien, c'est un travail de témoin et même d'acteur des événements. Et je pense que dans des années, ça fera partie de ces créations, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça finalement, des créations qui ont été faites pendant le confinement. Après coup, il y a beaucoup de gens qui ont écrit sur cette période en disant voilà ce qui s'est passé à telle époque, mais des choses qui ont été faites
par les concernés, c'est-à-dire par les acteurs et les témoins, au moment où ça se passait, ça, honnêtement, franchement, ça va être... je pense que c'est vraiment bien que ça existe. Ça, c'est vraiment très bien, quoi. Et le C'est fait que... sorti vraiment en juin, donc c'est sorti en fait 2 mois et demi après le confinement, quoi. En tout cas, Ouais, donc, merci beaucoup. Ça me écoute, touche. c'est moi qui te remercie, qui te félicite même. Et là, on en vient donc du coup à ton actualité du moment. C'est une bande dessinée qui s'appelle Dents cassées, les aventures de Dents cassées. Et là, j'ai vraiment quelques questions à te poser sur Dents cassées. À chaque fois, j'ai le réflexe de les prendre et de les montrer à la caméra en sachant qu'on le verra mal. C'est pourquoi, en fait, je vais les ajouter après en post-production, au montage, puisque nous ne sommes pas en direct. Et donc, en fait, ma première question, c'est vraiment une question bateau, hein. C'est vrai que la question d'un commentateur à un artiste, c'est souvent la question qu'on lui pose. Mais si tu as une réponse, ça m'intéresse de la connaître, c'est, avant d'entrer plus dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a dans ce petit personnage qui s'appelle Dents cassées, et qui est en fait un préadolescent presque, en fait, hein, parce que dans le chapitre 2, il entre au collège. Ouais, c'est ça, c'est un Voilà. collège. Est-ce qu'il y a une part de ce qui ne serait ni mal, ni bien, ni criminel, ni honorable, ni quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a une part de Quentin Rouchet dans Dents cassées? Est-ce que Dents cachées, c'est quelque part une Bah, c'est très. extraction de Quentin Rouchet? En fait, même moi, je ne m'en rends pas trop compte, mais je pense que en fait, il y a un peu de moi dans tous mes personnages, mais j'ai plutôt essayé de faire en sorte que dans Cassé soit un peu un personnage d'une autre, pour que le lecteur puisse s'identifier à lui. En fait, c'est un garçon un peu mou, et bon, peut-être que je suis un peu mou aussi, et un peu anxieux comme lui, mais je pense que ça s'arrête là, en fait. Et puis que Ah oui. c'est plutôt une page blanche sur laquelle va s'écrire des événements et des paroles prononcées par d'autres personnages. Mais je peux te raconter un petit peu la genèse de Oui, cette histoire. d'où ça vient ça? En fait, je sculpte à partir d'un matériau que j'ai construit quand j'avais entre 12 et 16 ans. Parce que j'ai commencé à écrire cette histoire, c'était un roman au départ, lorsque j'avais 12 ans, que j'étais dans un foyer pour mineurs. D'ailleurs, même quand j'ai commencé à écrire, en fait, je m'inspirais déjà de trucs que j'avais fait avant, en fait. Donc, c'est presque un scénario que j'ai écrit quand j'étais enfant et adolescent, et que j'ai très très mal écrit en fait, parce que j'ai fait un roman de 800 pages, donc vraiment là, pareil, tous les jours j'écrivais. J'avais pas au collège en fait, j'étais complètement absentéiste. Ah, Et enfin, la majeure partie du temps, en fait, je faisais peut-être un jour sur deux d'école. Et donc j'ai fait 800 pages, c'était très 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 mal écrit, mais par contre, les idées que je mettais dans cette matière, je ne pourrais pas les avoir aujourd'hui en fait. Et c'est ça qui fait la force de Temps cassé, même si évidemment j'adapte maintenant ce que j'ai fait à l'époque et que je réécris, que je reformule un peu, les idées sont en moi depuis très longtemps, et si ça se trouve depuis même avant ma naissance, hein. et un jour, tu as décidé que ça ne pouvait plus être un roman, ou en tout cas, ça ne pouvait pas rester à l'état de roman, et tu t'es mis à vouloir le dessiner. Et C'est ça, en comment, fait. et comment la décision de passer de l'écriture au dessin, en fait? Pourquoi le dessin? Est-ce que tu avais des prédispositions? Est-ce que ça t'attirait? Alors là, Est-ce que aucune, c'était un saut dans l'aventure? aucune. Moi, j'ai commencé à dessiner à 24 ans. Avant, je n'avais jamais dessiné. Enfin, en fait, je m'étais arrêté de dessiner à 11 ans. Et puis après, bon, je faisais des gribouillis, quoi, mais jamais je me suis pris au sérieux à dessiner des trucs, quoi. Et d'ailleurs, les premières pages d'Encassé ne sont pas très bien dessinées. Mais je suis passé à la BD parce qu'en fait, ça permettait de dire sans dire. C'est-à-dire que quand il se passe une action dans un roman, il faut l'expliciter, il faut l'expliquer en fait. Alors que le dessin, ça permet de montrer les choses. C'est-à-dire que s'il y a un symbole bizarre gravé sur un arbre, eh ben, je le dessine en fait. Je n'ai pas besoin de dire, et là, voilà, Ouais. sur un arbre, il y avait un symbole étrange, voilà quoi. Et donc, en fait, ça permet de raconter des choses sans les raconter, mais en les montrant, en fait. Bon, c'est peut-être évidemment un lieu commun, mais en fait, dans la narration, ça permet d'aller beaucoup plus loin, à mon avis. Ouais, non, c'est Mais très... Oui, pardon. je ne dis pas que c'est supérieur à l'écriture, pas du tout, hein, mais pour cette histoire-là, qui est métaphysique et symbolique, le dessin apporte vraiment quelque chose, en fait. Et je le sais parce que avant d'être une BD, j'ai vraiment écrit 5 fois, enfin, j'ai fait plein de versions différentes, même parfois de manière enfin, j'ai tout essayé, quoi. Vraiment long, court, voilà, quoi. Mais ça marchait assez mal. D'accord, ouais, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, ce que tu fais, c'est que on parle beaucoup de l'imagination de l'auteur, de l'artiste. On oublie que le lecteur doit avoir de l'imagination aussi. Et c'est un des avantages que je trouve justement à ta bande dessinée, c'est que, et là tu viens de le confirmer, alors qu'on n'en avait pas parlé avant, on s'était pas mis d'accord pour tomber d'accord dessus, mais ce que tu viens de dire résonne exactement avec ce que j'avais complètement vu, compris, senti, c'est que il y a des choses.
En fait, ce que tu fais, c'est que tu ne nous mets pas l'histoire mâchée dans la bouche où on n'a plus qu'à l'avaler et la digérer, en fait. Il y a beaucoup de... Tu fais appel à l'imagination du lecteur. Et ça, c'est important, en fait. Parce que pareil, dans la littérature, bon, je ne veux pas blasphémer Balzac, mais c'est vrai que les débuts de romans de Balzac, il va décrire la pièce, et il va dire jusque chaque objet, où est-ce qu'il est posé sur chaque meuble, etc. Donc, en fait, Balzac, ouais. l'effort du lecteur n'est plus qu'un effort de visualisation, en fait. Et on le visualise assez bien, ce qui est facile quand on dit on rentre dans une pièce, il y avait deux fenêtres, une table, sur cette table, autour de cette table, il y avait deux chaises, sur cette table, il y avait un verre, etc. On n'a plus qu'à visualiser. Alors que le dessin, c'est vrai que ça fait plus la... Après, le dessin que tu utilises et le choix, je veux dire, graphique, mais je ne sais pas si c'est un mot qui te plaît, graphique, non? Si, bien sûr. Ah ouais, d'accord. Parce que c'est un peu contemporain, je ne sais pas comment on pourrait dire autrement que graphique. Le Et dessin, tu laisses, effectivement, tu laisses tu laisses ton lecteur trouver lui-même, en fait, entre guillemets, le chemin, en fait, d'une certaine manière. Et il y a une pas chose trop que... quand même, mais Pas le trop, lecteur évidemment. va être confronté à des choses. Et en effet, le personnage d'Encassé ne pourra pas exister d'une autre manière, en fait, tel qu'il existe maintenant. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas exister à l'écrit, ce personnage-là. Parce qu'il est tellement comme vide, quoi, tellement presque lassé par tout ce qui se passe. En fait, si je commençais à expliciter ses pensées, en fait, le concept même de ce personnage tomberait à l'eau, je pense. Oui, oui, bien sûr, oui. Du coup, en fait, trop de transparence nous le rendrait beaucoup trop compréhensible. En fait, l'intérêt, c'est aussi de nous le rendre un peu mélancolique, parce qu'en fait, c'est un personnage, on est d'accord, il est quand même, c'est très, très mélancolique, ce personnage. Ouais, c'est vrai. Il n'est Et pas, on va découvrir pourquoi, cependant. On va découvrir. on découvrira pourquoi. Il a cette particularité d'être entouré, en ce sens qu'il ne vit pas seul sur sa montagne. Il est entouré, il y a d'autres personnages, il y a d'autres camarades, mais on sait très bien, enfin, on sait qu'il n'est pas contradictoire d'être à la fois un solitaire et à la fois un entouré. On peut des fois être entouré de gens et être un solitaire en même temps. Et moi, dans Cassé, c'est vraiment jusque dans ses grimaces, jusque dans ses mimiques, jusque dans son air blasé physiquement. On sent que c'est un jeune homme qui n'est pas malheureux en soi, parce qu'il y a à plusieurs endroits, tu dis qu'il est heureux de vivre sur sa montagne, etc. Mais il y a une mélancolie. Et moi, je trouve ça vraiment... La mélancolie, pour moi, c'est un des sentiments humains les plus beaux et les plus inspirants. Même si tout le monde n'est pas capable de comprendre la mélancolie et que beaucoup de gens s'imaginent que la mélancolie signifie la tristesse et à terme la dépression. On peut être un mélancolique heureux et on peut même être un nostalgique heureux. Donc, là, les gens qui nous écoutent parler de dents cassées, ils se disent, mais d'accord, mais de quoi ça parle, dents cassées? Qu'est-ce que c'est que dents cassées? Et alors, c'est quoi dents cassées? Ce qu'on appelle le pitch dans le monde artistique. C'est, si jamais quelqu'un te dit, Monsieur Rouchet, expliquez-moi, qu'est-ce que dents cassées, pardon, qu'est-ce que tu réponds? Bah, en fait, je ne sais jamais comment répondre à cette question vraiment, mais en gros, bon, c'est un personnage qui habite sur une montagne. Il est entouré par une ville gigantesque qui semble vraiment être infinie, quoi, qui s'étend à perte de vue. En plus, c'est des immeubles très hauts, tout ça, quoi. Et puis, bon, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas comment même le monde fonctionne. Et ça, c'est ressenti par les personnages, mais en fait, c'est parce que aussi, quand on a 12 ans, à peu près, on ne sait pas comment le monde fonctionne. On Mhm. s'imagine des choses. Et donc, voilà, en fait, le lecteur est réduit au même état d'inconnu que les personnages de Ah, ça, c'est... l'histoire, quoi. Enfin, bon, en tout cas, c'est un peu ce que j'ai voulu faire, quoi. Et d'ailleurs, plus ça va aller, plus, en fait, le monde va se complexifier. C'est-à-dire que, au contraire, les choses vont pas aller en... Enfin, en tout cas, sur le fonctionnement du monde, quoi, les choses vont pas aller en- de manière plus claire, comme au contraire, ça va devenir de plus en plus complexe et de plus en plus délirant de complexité, en fait. Et bon, en fait, ce personnage-là va devoir aller dans la ville, alors qu'il vivait sur une montagne presque irréelle, quoi. Il va devoir aller dans la ville et puis rencontrer des gens. Et puis, en fait, il y a un côté polar. J'aurais peut-être pu commencer par ça, en fait, plutôt que partir tout de suite Ouais, ouais. sur le fond de la BD, quoi. Mais sur la forme, c'est une sorte de polar, c'est-à-dire que quelqu'un est mort. On ne sait pas pourquoi, on ne sait même pas qui c'est, on ne sait pas qui l'a tué. Et au fur et à mesure, on va avoir des éléments qui vont nous permettre de comprendre un peu tout ce qui se trame derrière cette histoire, quoi. Et puis, bon, j'espère que ça a quand même un intérêt de scénario pur, quoi, avant tout, hein. En fait, j'essaie pas de faire un truc complètement éthéré et incompréhensible, quoi, Oui, au oui, contraire. il y a quand même une ligne conductrice, on va dire ça comme ça. Voilà. Il y a une histoire, il y a une véritable histoire. C'est vrai qu'on disait tout à l'heure que le lecteur, en fait, est invité à faire preuve d'imagination pour entrer dedans, mais il y a quand même effectivement une histoire. C'est pas juste une accumulation de dessins incohérents les uns avec les autres, etc. Mais c'est bien c'est marrant ce que tu viens de dire. Tu viens de dire
En fait, le personnage dont on a dit tout à l'heure qu'il était plus tout à fait un enfant, puisqu'il entre au collège dans le chapitre 2. Donc, je ne sais pas à quel âge on entre au collège, c'est quoi, 11-12 ans, Oui, non? ouais, c'est ça. Voilà, 11-12 ans. Et c'est vrai qu'à cet âge-là, le monde se réduit quand même à la partie visible pour un enfant. En fait, moi, je me rappelle quand j'avais cet âge-là, même un peu avant, je vivais dans une petite commune de France. Je savais que le monde extérieur existait en dehors des limites de ma commune, mais moi, je sortais jamais de ma commune, sauf pour aller dans la commune voisine avec ma mère en voiture pour aller faire les courses. Mais je savais que Paris existait, je savais que l'Amérique, ça existait, etc. Mais enfin, l'univers d'un enfant, enfin, l'univers aux yeux d'un enfant se résume quand même assez souvent dans sa perception, dans la capacité qu'il a de comprendre l'immensité de l'extérieur. Ça se résume quand même à ce qu'il est capable de voir, toucher, sentir, etc. C'est en fait un certain nombre de rues, un certain nombre de copains, etc. Et je me suis dit, c'est vrai que le pitch de présentation, c'est il vit sur une montagne. La montagne est entourée d'une ville gigantesque à perte de vue, mais probablement qu'en fait, cette ville, elle est gigantesque, surtout du point de vue de Dancasé, par définition, en fait. Et peut-être qu'elle ne l'est pas tant que ça, peut-être que c'est une ville comme il en existe d'autres, peut-être que plus tard, Dancasé, quand il grandira, il se dira exactement ce que nous, on se dit quand on retourne sur les lieux de notre enfance. Par exemple, si tu veux, je vais vraiment prendre un exemple pour matérialiser ce que je dis, sans vouloir toujours ramener à moi, mais Ah non. je vivais dans une maison quand j'étais vraiment gamin. Hmm. Cette maison, par définition, me paraissait gigantesque. Parce que quand on est gamin, les plafonds sont immenses, Ouais. etc. Des années plus tard, devenu adulte, je suis venu revoir cette maison. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette C'est un tout cabane, en petit. fait? C'était une cabane, elle était toute petite, en fait. Elle était normale, je veux dire, elle n'était pas du tout. Mais nos yeux d'enfant nous rendent nous rendent le monde extérieur beaucoup plus grand qu'il n'est. Enfin, c'est une histoire de perception. Et je me dis peut-être que la ville qui entoure la montagne de Dancasé est simplement une ville, en fait. Peut-être, hein. Mais il y a de ça, alors, sans infirmer ni confirmer, mais c'est qu'en fait, la grande question qui va se poser, notamment à partir du chapitre 3 en fait, c'est de savoir si le monde existe ou pas, en fait. C'est littéralement ça l'enjeu, en fait, de d'encaisser, en fait. Donc, on spoil un peu, on divulgage, comme on dit Mais en français, enfin, comme divulgation. certains disent, en tout cas, moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en fait, il y a un personnage qui pense que le monde n'existe pas, et que le monde est un mirage, et qu'en fait, il y a une grande énigme et que toutes les réponses qui gravitent autour de cette grande réponse à trouver, quoi, est une clé qui ouvre sur un couloir qui mène hors du monde, en fait. Et alors, peut-être que le personnage est fou, peut-être que voilà, quoi. Mais en tout cas, ça va être ça le grand sujet en fait, des prochains chapitres de Cassé. Voilà. Ça aussi, c'est très. Moi, si le monde est voilà, un mirage gnostique, on pourrait dire, quoi, Voilà. comme, la trilogie divine que tu citais tout à l'heure de Kadik, Ouais, quoi. voilà, c'est vrai que j'allais dire dans l'univers de Philippe Cadic, il y a beaucoup cette question de est-ce que le monde existe vraiment? Est-ce que le tangible n'est pas en fait simplement de l'imaginer en fait? Est-ce que plusieurs mondes parallèles existent? Est-ce que finalement aucun n'existe? Est-ce que Quentin Rouchet existe? Est-ce que moi j'existe? C'est des grandes questions. Je ne veux pas dire philosophiques, mais métaphysiques ouais, métaphysiques presque. Voire scientifique, hein, tu sais, hein, parce que finalement, Oui, oui, comme oui, finalement, oui, bien sûr. On peut se poser mille questions, même un petit peu. il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas, on ne comprend pas la matière noire, on ne comprend pas les trous noirs. Voilà, quoi. Et oui, il y a des choses qui existent et qu'on ne comprend pas, hein. J'ai quelques noms en tête, mais je ne vais pas les donner. Il y a La aussi projection, c'est vision, fantôme. donc, ce qui signifie quand même que la bande dessinée de Cassé, sous son allure un peu enfantine, en ce sens que ça met en scène d'abord des enfants, avec un dessin assez, je ne sais pas comment le qualifier, mais en tout cas, je vais le faire après, mais c'est-à-dire qu'il y a une réflexion, en fait. En fait, ce que tu nous proposes, ce que tu mets dans les mains du lecteur, c'est même une réflexion métaphysique, Mm. c'est une invitation à l'introspection individuelle, parce que moi, je me retrouve parfois dans le cassé, en fait. Ce côté naïf, ce côté le monde extérieur est-il une menace? C'est une question pour soi-même. C'est une question qu'on se pose souvent, arrivé à un certain âge et où on développe une certaine conscience du monde extérieur. C'est vrai que quand moi j'avais 8 ans, je me posais pas la question de savoir si le monde extérieur était une menace, puisque je ne comprenais même pas le concept de menace. En fait, pour moi, la menace, c'était celle que ma mère pouvait faire peser sur moi, d'être privé de dessert si jamais je faisais n'importe quoi. Ça se résumait à ça. Et quand on grandit, et Cassé grandit par définition, en fait, parce qu'il n'est pas figé sur son âge, c'est un être humain ou pas? Ah, bien sûr, oui. C'est un être humain, en fait. Et Oui. donc, il se rend compte effectivement de choses très intéressantes. Est-ce qu'on peut essayer de
l'intrigue, l'histoire de Dents cassées, est-ce qu'on peut la situer dans le temps? Honnêtement, ça se passe à notre temps, c'est contemporain, puisqu'ils prennent le bus, ils vont au collège. C'est pas très clair. Ça se Pas passe, très clair, hein? mais en fait, ça se passe 1000 ans après une apocalypse nucléaire. Mais bon, ça, Oui, c'est un peu ce qui est expliqué à un moment. Mais on verra que ça a du sens après, quoi. Mais c'est une sorte de monde qui ressemble au nôtre, mais qui n'est pas tout à fait le nôtre, quoi, tout simplement. Voilà. oui, c'est un Bon, peu ouais, une et sorte de. ils sont arrivés au stade de modernité qu'on a connu peut-être dans les années 90-2000. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment Internet, mais bon, à la fois, bon, les Chinois non plus n'ont pas Internet, c'est pas forcément un signe temporel, quoi. Ça, Oui, il y a des bus, il y a des voitures, il y a voilà, quoi. oui, Des c'est bâtiments. vrai. Par exemple, on voit jamais Dents cassées tweeter, par exemple. Non, mais je pense que ça n'arrivera pas. Ouais, mais ça, c'était justement plutôt positif, quoi. Donc, l'état actuel du déroulement narratif, Il y a quand même une notion de réseau les flics ont des téléphones, font des sortes de téléphones portables, par exemple. Enfin, voilà, oui, d'accord. on dit que ça reprend notre monde, mais pas tout à fait. Voilà, tout simplement. Il y a un côté dystopique. Voilà. En fait, on pourrait être avant l'explosion technologique que l'on a connue, nous, comme on pourrait être après elle, en fait. Il pourrait y avoir eu une sorte de cataclysme qui aurait été une sorte de grand retour en arrière. Ça me fait penser à cette phrase, mais je ne sais pas si elle est authentique ou si elle est apocryphe ou si c'est juste une citation Facebook que les gens reprennent. Une citation qui est attribuée à Einstein, j'ai pas vérifié, qui dit que la quatrième guerre mondiale se fera avec des sarbacanes, en fait. Parce que la troisième aura détruit l'humanité et qu'on sera revenu à l'état à cause justement de l'explosion technologique, de nucléaire et compagnie. Et donc la quatrième guerre mondiale, c'est-à-dire celle qui viendra après la troisième, qui aura annihilé quasiment les progrès de l'humanité. Donc en fait, je me dis peut-être que dans le cassé, parce que ça, c'est une question que j'essayais de me poser. J'essaye de trouver des indices. Quand j'ai vu qu'ils prenaient le bus, je me suis dit, bon, bah, on est quand même dans une réalité tangible qui ressemble beaucoup à la nôtre. Mais en même temps, c'est vrai qu'il n'y a pas de référence immédiate à un calendrier que l'on pourrait interpréter, nous, du point de vue de. Je vois qu'il y a un bus, là, il y a la ligne 1113, par exemple. Je me suis même demandé si 1113 était une signification de quelque chose, qu'avec Quentin Rouchet, je me méfie, quoi. Je sens capable de mettre des symboles un peu partout. Et il y a aussi une chose que je voulais dire par rapport à Dents cassées. C'est une bande dessinée. C'est vrai qu'en bande dessinée, on entend, c'est des cases avec des personnages qui parlent dans des bulles. Toi, tu n'as pas choisi de faire parler tes personnages dans des bulles. C'est en fait les dessins s'enchevêtrent et tu mets je montre à l'écran, là, au moment où on parle. Et ce sont des phrases presque des pensées, presque comme ça, lancées dans les airs, etc. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce qu'en plus Ah, de ça, d'accord. tu as un sens de la formule. Ah, c'est Euh, de- gentil, là, parce que c'est c'est vraiment vrai là. que l'aspect peut éventuellement rebuter un fan très fan de BD qui a l'habitude de BD plus classiques dans leur forme. Mais ça, c'est vraiment un parti pris parce qu'en fait, j'ai trop de choses à dire pour les mettre. Vraiment, c'est ça, en fait. C'est-à-dire que je ne pourrais pas noter le texte, par exemple, à la main et le mettre dans des bulles parce que ce serait trop long, en fait. C'est plutôt une BD avec beaucoup de texte. Et donc, en effet, le texte se rajoute par-dessus les dessins, en fait. Mais d'ailleurs, Oui, j'ai pas du tout inventé ça, hein. Je veux dire, oui, oui. beaucoup de gens avant moi, c'est quand même quelque chose qui existe, hein. Mais en tout cas, Donc, il faut que je te voilà. redise que tu as un sens de la formule. Il y a certains endroits, il y a certains moments, il y a la petite phrase comme ça qui est un peu jetée de manière un peu éthérée et qui installe un mystère, en fait. Mais en même temps, on ne sait pas si elle installe un mystère. On interprète ça comme la possibilité que ça installe un mystère. Et en fin de compte, moi, je dis, à plusieurs moments, je me suis trituré en me disant, est-ce que là, Quentin Rouchet nous fait ouvrir une fenêtre vers quelque chose de mystérieux? Est-ce que c'est une invitation à la réflexion métaphysique? Est-ce que c'est beaucoup plus simple que ça? Je prends exemple deux phrases. Alors, j'ai aucun mérite parce que c'est celle que tu as toi-même mis en quatrième de couverture. Là, sur le tome, sur la réédition des chapitres 1 et 2, il y a juste cette petite phrase. Je pense que c'est pesé aux petits oignons, quoi. C'est évidemment les gens comprendront mieux quand ils liront la BD. C'est que faire seul contre des milliers d'hommes invisibles. Mais en fait, moi, cette phrase, lorsque j'ai lu cette phrase, j'avais plus qu'une envie, c'était d'ouvrir et aller voir dedans, en fait. Tu vois, je me suis longtemps demandé qu'est-ce que je pourrais mettre en quatrième de couverture, vu que les gens ont vu que j'avais la plus grande peine du monde à expliquer le concept même de ma BD, quoi. Donc voilà, juste une phrase, finalement, bon, ça peut marcher, quoi. Voilà, juste cette phrase, je te signifie que cette phrase, c'est une trappe. Tu sais, c'est ce que c'est une trappe. Hein. Tu mets un pied dedans, boum, tu tombes dedans. Cette petite phrase, ben en même temps, Parce que même c'est celle que je la trouve. question qu'on se pose tous, quoi.
celle que je trouve sous la baleine, qui dit seul compte la force, entre parenthèses, et à la rigueur les mathématiques. C'est mystérieux. Là, à l'état, là, tout de suite, je ne sais pas ce que ça veut dire, évidemment, parce que je ne suis pas censé avoir lu la bande dessinée encore. Et je me dis, mais qu'est-ce que. Ouais, il y a du mystère, c'est ambigu, on ne sait pas trop, et c'est une trappe. Du coup, on est aspiré dedans, on a envie d'y aller. Et c'est vraiment pas mal. C'est pour ça que je dis qu'il faut se méfier, malgré l'apparence que certains pourraient, enfin, malgré les conclusions que certains pourraient tirer hâtivement à partir du trait, du dessin, en se disant oh, c'est un peu enfantin, c'est un peu, etc. C'est vraiment pas enfantin. Moi, je me suis. Cependant, c'est pas non plus réservé aux adultes. C'est-à-dire que c'est pas non plus, il n'y aura aucune violence ou de Oui, choses, disons, déplacées pour les enfants, quoi. C'est-à-dire que ça peut être lu par les ados. Et d'ailleurs, le fait est que l'algorithme Amazon recommande beaucoup ça à des mères de famille, à des enfants, en fait. Donc, je sais que je suis lu par les enfants, parce que je vends sur Amazon notamment, quoi. oui, Donc, d'accord, on en parlera éventuellement. ça peut être lu par des. Alors, les enfants, en vrai, ça peut peut-être être un peu compliqué pour eux, mais je veux dire, un ado, ou aucun problème, quoi. Puis à partir, Eh ben, dès écoute, qu'on est âge de dents cassées, on peut comprendre, je pense. oui. C'est une transition toute trouvée, en fait, parce que ça m'a rappelé que j'avais une question à te poser. Enfin, non, je n'ai pas de question à te poser, bien sûr, mais j'en ai à te poser. Mais là, j'ai une réflexion qu'il faut que je fasse. C'est aussi par honnêteté vis-à-vis des gens qui nous écoutent. C'est que, mais ça, je ne révèle pas de secret ni quoi que ce soit, et tu ne m'en voudras pas de le dire. Mais une chose est acquise et certaine, et je pense que tu le sais, c'est que d'encasser ne plaira pas à tout le monde. Ça, on est Non, d'accord. non, bien sûr. Pour une raison, Faut se méfier des choses qui plaisent à tout le monde, hein, donc, voilà, pour une raison, là, tu m'ôtes les mots de la bouche. Euh, pour une raison simple, c'est que c'est singulier. Et tout ce qui est singulier, hein, on perd des gens. C'est pourquoi les séries marchent bien. C'est parce qu'en fait, elles reproduisent toutes ces séries, tous ces téléfilms, toutes ces productions modernes industrielles reproduisent systématiquement le même schéma. C'est le même genre de personnage, le même genre de cadrage, la même photographie, le même genre de dialogue, le même genre de dénouement, parce qu'en fait, c'est le truc le plus commun, le plus passe-partout qui soit. Donc forcément, ça attire du monde. Et dès qu'on commence à singulariser un petit peu une œuvre, à sortir un petit peu des canons qu'on a l'habitude de voir à la télévision, ben, on perd un peu de gens. Mais c'est pas grave du tout de perdre des gens. Quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre que la création artistique c'est autre chose qu'un téléfilm sur TF1, a priori, on perd pas grand-chose. Donc évidemment, ton dessin est singulier. Il peut ne pas plaire à tout le monde, évidemment. Le choix des thèmes, le rythme que tu mets, etc. Mais honnêtement, tu ne m'en veux pas de dire ça, évidemment, pas du tout, non, non, bah, c'est parce que sûr tu que le sais. oui, Non, parce que souvent, quand on fait la promo d'une œuvre, on a envie de séduire le plus grand nombre de personnes qui soient. On sait très bien que quand on fait quelque chose qui commence à se singulariser, mais en fait, la véritable création artistique, elle est dans la singularité de toute façon. Si c'est pour oui, faire quelque chose de complètement interchangeable qui va plaire à tout le monde, honnêtement, quel est le mérite de faire quelque chose que tous les autres peuvent faire, en fait? Tout le monde ne peut pas faire d'encasser, tout le monde n'arrive pas forcément à mettre ce climat un peu à la fois mélancolique, à la fois mystérieux, mais en même temps qui avance avec un vrai déroulement narratif, etc. Donc, moi, honnêtement, qui plus est pour quelqu'un qui ne dessine que depuis, bah, du coup, que depuis 2 ans, c'est ça, parce que tu m'as dit que ouais, tu avais depuis 26 ans, depuis 2, 3 ans. Euh, honnêtement, moi, tu me dis que tu dessines depuis 2 ans. Bon, moi, je ne sais pas spécialement bien dessiner, j'ai su à une époque, mais je pense que tu as compris ce qu'était le dessin, quoi. Il n'y a pas de souci. j'essaye de m'améliorer. Là, pour le coup, je suis très très modeste par rapport à ça, parce que je fais ce que je peux, quoi. Bon, j'essaye de faire en sorte que le personnage se ressemble de case en case, quoi, qu'il ne change Ouais, pas ouais, tout. bon, je pense qu'on le reconnaît de page en page. Mais ce que j'apprécie, tu vois, c'est que là, je suis par exemple à la page 65 de la réédition des chapitres 1 et 2. Je mettrai à l'image au moment où je parle de ça. D'accord. Là, je vois le visage de dents cassées, en fait. Et il est un peu grimaçant. Mais honnêtement, si je veux comprendre ce qu'est en train de ressentir d'encassé au moment où tu fais ce dessin, je suis obligé de rester figé sur lui, de le regarder et de réfléchir, en fait. C'est pourquoi je trouve que ton œuvre, c'est une œuvre qui non seulement se regarde par définition, parce que c'est une œuvre donc graphique, mais c'est en même temps une œuvre qui se réfléchit en la regardant, en fait. Si tu avais dessiné un personnage, au premier coup d'œil, on a compris qu'il était triste. Au premier coup d'œil, on a compris qu'il souriait. Au premier coup d'œil, on a compris l'émotion qui était en train de traverser le personnage au moment où tu le dessines. Bah, ce serait facile. Ce serait facile même pour toi. Ce serait vraiment tout mettre dans la bouche du. Là, je le regarde. Je me dis, c'est ambigu. On ne sait pas s'il crie de douleur, s'il crie de joie, s'il crie de tristesse, s'il crie de peine. Et il faut lire ce qui est
en surbrillance par rapport au texte pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Et j'aime énormément le fait que ça se regarde et que ça fasse réfléchir en le regardant, tu vois. Alors, est-ce que toi, tu le fais dans cette optique-là consciemment ou est-ce que c'est comme ça que ça se déroule de manière quasiment inconsciente? Ça, c'est la question que je te pose. C'est vu que je ne sais pas très bien dessiner, je fais en sorte d'aller vraiment à la plus simple expression des choses, quoi. Par exemple, parfois un vêtement, ça se résume juste à quelques plis, tu Oui, vois. oui, 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 À bien peine sûr. la silhouette. Bon, évidemment, mes personnages ont des expressions simples, mais qui sont plutôt, en effet, esquissées qu'explicitées, on va dire, quoi. Oui, esquisser, ben, c'est bien. Mais c'est dans cette esquisse, justement, que le lecteur... Je fais avec mes moyens aussi, en fait, hein. Bah, Évidemment, si je savais dessiner, je ferais un truc qui ressemble plus à une BD réaliste, quoi. ah ouais, tu le ferais si t'avais, si tu dis si tu avais la capacité artistique, on va dire, tu le ferais? Je sais pas, donc j'en sais rien, en fait. Ah oui, parce que peut-être que ça peut être un genre à exploiter, justement, de, 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 de- d'être toujours un peu à mi-chemin entre donner un dessin à regarder et en même temps imposer une réflexion. Et du coup, ça m'amène à cette question que je me posais. Actuellement, on est au chapitre 3 parce que en fait, tu les publies par chapitre. Tu les écris C'est par ça. chapitre, donc un chapitre égale un volume, hein. On a bien compris. Et là, on en est au D'accord. chapitre 3. Et je me demandais si, à l'heure où je te parle, là, aujourd'hui, là, est-ce que Quentin Rouchet sait déjà ce qui sera le chapitre 5, 6, 10, 12, ou Oui. est-ce que tu sais Oui. déjà exactement où est-ce que tu vas en fait? Bon, j'ai la trame générale, Oui, je sais combien de chapitres il y aura. Et ensuite, j'ai pas écrit tous les chapitres exactement. oui. Par contre, tous les chapitres sont scriptés. Je sais que dans tel chapitre, il se passe ça, 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 ça. Ah Et en oui, fait, oui. j'ai une grosse page de texte pour chaque chapitre où je dis, Oui. voilà, il se passe. Mais sinon, c'est écrit jusqu'à ce qu'on sache, jusqu'à ce qu'on connaisse le contenu de l'œuf que Piu Piu couve. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon, bon. Voilà. Donc, du coup, il y a un personnage qui s'appelle Piu Piu et qui couve un œuf. C'est quand même pas banal, quoi. Et là, tu sais à peu près à combien de chapitres ça t'emmène, ça? Une dizaine, un peu moins? Je sais à combien de chapitres ça m'emmène. Mais pour l'instant, tu ne veux pas le dire. Bah, en vrai, par exemple, je t'ai dit tout à l'heure que le matériau de base faisait 800 pages. Après ma écrite, les 3 premiers chapitres adaptent les 80 premières pages. Donc je suis à 10%. Mais attention, parce que le roman de base n'était pas terminé, en fait. Ah. Il était inachevé. Donc voilà, j'en dis pas plus. Donc, on en a pour encore un petit moment. Ouais. Mais ce qui est rassurant, c'est que tu ne voles pas tes lecteurs, c'est que chaque chapitre, là, bon là, je le montre, ça coûte, tu les vends 3,90 €, quoi. Hein? Et Et c'est une tu, volonté vraiment de les vendre à pas trop cher. En fait, je suis sur l'Argus, le journal de Mickey, quoi, au journal de oui, Spirou. Et après, quand j'aurai par exemple 5 chapitres, je ferai un tome. Et là, je le vendrai ah oui, de manière reliée, voilà, à 20 euros, c'est-à-dire le prix d'une BD, d'une grosse BD, quoi, voilà. très intéressant. D'ailleurs, peut-être préciser que tu les vends sur Amazon, d'ailleurs, hein, c'est ça? Parce que moi, je sais Et pas en ce qui te... je les vends aussi en numérique pour les gens qui Ah oui, préfèrent. donc on peut les trouver donc en version numérique, c'est-à-dire en fait à Même en lire dessin. sur, à lire sur un écran, Mm. ou en version papier. Ça se passe C'est sur ça. Amazon. De toute façon, je mets tous les liens évidemment dans la description. Et là, le 3 vient de sortir assez récemment, dans les semaines qui viennent, qui précèdent là. Mm. Est-ce que tu peux nous dire d'ores et déjà si tu es déjà en train de travailler sur le chapitre 4 ou pas Alors, encore? le 4 est écrit donc, complètement, quoi. Je veux dire, j'ai même un découpage, Oui, un storyboard, quoi. Et là, en fait, ce mois-ci, j'ai fait une BD pour une revue qui s'appellera Jupiter, qui sort en septembre, une BD de 15 pages à peu près. Je fais un mois de pause, en fait, dans les encaissés, d'accord. quoi. Et puis après, je termine un roman, en fait, qui sortira en fin d'année ou en début d'année prochaine. Donc, le prochain chapitre de Temps cassé, il sortira plutôt en 2022, voilà, quoi. D'accord. Il Donc là, sera pas tout de suite. tu es en train de dire que tu es sur un roman. Ouais. Est-ce que c'est le roman de quelqu'un d'autre que tu vas sortir aux Non, éditions non, Hiver? Donc, un roman à moi, ouais. un roman écrit par Quentin Rouchet. Donc, Et illustré, parce que du coup, vu que maintenant j'ai un peu appris à dessiner, je fais aussi des illustrations, ouais. mais combien de cordes cet homme a à son arc? Mais en fait, je disais que j'ai commencé à dessiner il y a 2 3 ans, quoi. Mais par contre, l'écriture, c'est depuis que j'existe, en fait, hein. Depuis à 4 ans, j'écrivais des contes, hein. Et donc, tu es lecteur toi-même, beaucoup de littérature, tu as un genre Ouais. particulier que tu affectionnes ou bien... Ben, comme je disais, ça fait vraiment depuis quelques années là, que je travaille à 100%. J'ai pas vu un film depuis que j'ai commencé d'Encasser, par exemple. Donc, Hmm. je lis pas, je lis rien du tout. Mais par contre,
quand j'étais ado, je lisais 5 livres par semaine minimum. Ah oui. On est au Secours Populaire, voilà, c'était 1 € les 5, je crois. Donc voilà, 1 € par semaine de dépenser. Et puis, C'était pas forcément, c'était plutôt des essais, des livres de philo, de la littérature, c'était du roman, tout. des romans et un petit peu de philo. Mm. Bon, bah donc, on comprend pourquoi dans le Cassé, on retrouve Mm. des choses qui sont assez philosophiques, assez métaphysiques. C'est qu'en fait, Quentin Rouchet n'est pas seulement quelqu'un qui fait des dessins, c'est quelqu'un qui a sans doute été amené à réfléchir à certaines grandes questions d'existence, alors. Bah, j'ai eu une sorte d'obsession pour Platon qui a duré quelques années. Ah oui? Alors, j'ai très très peu lu dans le texte, mais par contre, j'ai lu énormément de livres consacrés à Platon. Moi, je crois que tout ce qu'il dit est vrai, de toute façon. Moi, je crois à absolument tout ce qu'a dit Platon. Je le prends pour argent comptant. Même les hommes araignées, tu sais, les hommes séparés en deux, là, Oui, les âmes sœurs, en fait, quoi. Même oui. ça, même l'Atlantide. Je pense que rien de bien n'arrivera à l'humanité tant qu'on n'aura pas retrouvé l'Atlantide. Même si elle est sûrement dans l'espace ou dans un inframonde ou dans une dimension qu'on ne connaît pas encore, je pense. Elle est sans doute pas sous la mer. Eh ben, on trouvera ça un jour dans le Cassé, tu crois? Est-ce que c'est des questions que dans le Cassé se posera? Ouais. Oui, l'Atlantide, ouais. Ah ben dis donc. Mais, Bon bah, mais c'est pour ça, moi, je lisais Platon et je découvrais Internet en même temps, quoi, tu vois. Et donc, tout de suite, je me suis dit, bon, l'Atlantide est quelque part sur la dimension qu'on va découvrir dans Internet, quoi, dans une dimension 4D, quoi, tu vois, dans un futur où, en fait, oui. le matériel et l'immatériel ne feront plus qu'un, tu vois, et où aller à des distances lointaines se fera en une pensée, quoi, tu vois. Donc tu es très ouvert aux questions que l'on pourrait appeler les questions un peu du mystère, en fait. Parce que là, c'est pas seulement de la science dont tu parles, c'est aussi les mystères. Les mystères un peu, non? Et c'est là, oui, Est-ce que tu t'intéresses à des mystères un peu classiques comme l'existence des extraterrestres, Rennes le château? C'est pas du tout une question piège ni pour me moquer, hein. oh, oui, enfin, tout, oui, ça m'intéresse. Tu aimes ça, hein. Tu aimes J'aime les... bien l'énigme, en fait. J'aime bien m'intéresser des choses. Déjà, je suis très croyant, hein, mais Ouais, ça ne. Bon, je suis sans doute pas un chrétien liturgique modèle, modèle. quoi. Quelque chose de très profond. Mais en fait, c'est-à-dire que, comme tous les vrais chrétiens, je crois, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, à force de croire, on devient un chrétien d'âme, tu vois. Oui. Et parfois, je ne peux ne plus croire, mais ça veut dire que l'instant d'après, je croirai 2 fois plus, quoi. Moi, c'est comme ça. J'ai comme des crises de croyance, en fait. D'accord, ouais. Des sortes, ouais, des crises chroniques. Mm. Ah, c'est intéressant. Bon, bah, c'est intéressant. En tout cas, ça veut dire que quand un Rouchet a plein de niveaux de lecture, ce qui promet personnage intéressant, est-ce que tu penses que je devrais conseiller à nos auditeurs d'aller jeter un œil sur ta chaîne YouTube? Oui, même si pour le coup, c'est vraiment une vitrine pour tout le reste, hein. C'est-à-dire que je ne suis pas du tout un youtubeur. J'aimerais l'être, mais comme tu le vois, je ne suis pas très intéressant devant une caméra. Donc, je préfère me destiner à autre chose, occuper mon temps à d'autres tâches, quoi. Écoute, Quentin Rocher, est-ce que tu veux nous dire si, en dehors de Dents Cassées, dont on a compris que ça allait encore t'occuper un certain temps, en dehors de ce dont tu viens de parler, donc ta contribution à une revue qui va sortir bientôt, là, est-ce qu'il y a d'autres projets, en dehors de ton roman, évidemment? Est-ce que le Quentin Du coup, Roucher, non. donc ça, c'est tout Du coup, ça, non, c'est ton voilà. actualité, entre guillemets, immédiate pour les mois qui viennent, quoi. Mm. Mais il est Là, trop tôt pour demander à Quentin Rouchet ce qu'il fera dans 10 ans. Évidemment que non. si Dieu me prête vie, c'est sans doute la même chose, hein. Ouais. Des romans, des BD. Voilà, je pense que j'ai fait un pacte, quoi, avec moi-même et maintenant je suis sur des rails, quoi, et je fonce, quoi. T'as trouvé ta Jusqu'à voie. T'as trouvé ta voie, on peut le dire comme ça? jusqu'à l'épuisement final, je dirais, quoi. Hmm. Bon, bah, le plus tard sera le mieux, évidemment. On te souhaite longue vie. Jusqu'à Euh, en fonction, comme disait Raphaël, le peintre Raphaël. Ah, et non pas Raphaël Izara, Non, qui est un ami à toi. ouais, très bon ami. Également un personnage singulier. Ouais, c'est vrai, encore plus singulier, je pense. Alors, il est vraiment très singulier, en l'occurrence, c'est vrai. Bon, écoute, Quentin Rouchet, c'est bien qu'on ait pu se parler. C'est bien qu'on ait pu parler de toi, de ce que tu fais. Moi, c'était une première. Alors, bon, les gens me diront si je m'en suis bien sorti, s'ils Bon, ont envie bah, de. moi, à mon avis, je pense qu'ils diront que tu t'en es très bien sorti, parce que jamais on pourrait croire que c'était une première, hein. Ou alors tu t'es entraîné en secret.
Bah, j'y ai pensé toute la nuit, d'ailleurs, j'ai quasiment pas dormi. Bon, j'espère que c'est pas vrai. Ah si, si, c'est vrai, Ah mais non, d'accord. Parce que ça te stressait, c'est ça? T'es un ouais, anxieux. ouais, ouais. Mais je suis pas, ouais, je suis un peu anxieux, mais je dirais pas à ce point-là. Et par contre, j'ai beaucoup de mal à parler de ce que je fais, quoi. Ah C'est oui, quelque chose d'accord. tellement personnel. Et pourtant, tu ne le fais que sur la toute petite chaîne ultra confidentielle de Sturel. Imagine-toi Oui. si demain tu devais venir parler de ton œuvre sur une grande chaîne de télévision. Je crois qu'il y aura pas de différence, hein, franchement. Ah oui, Ouais. mais ça Non, resterait compliqué, non? c'est pas une question de nombre d'abonnés ou même de Ah, nombre de. Ouais. Quand on s'expose, on est exposé, quoi, peu importe. Voilà, quoi. C'est le ouais, principe d'accord. même de parler de soi, quoi, qui. Ah oui, Bon, là, du coup, voilà, je suis un peu dénisé maintenant. ouais. C'est les premières minutes surtout. Ouais, ouais, Le track, un peu peut-être aussi. ouais, ouais. Bon, en tout cas, et ce sera le mot de la fin, je pense. Euh, je disais, Quentin Rouchet, c'est un artiste singulier, il est un petit peu à part de nous, etc. Mais en fait, rien que le fait le cadrage que tu choisis, là, l'image telle qu'on la voit, ben, en fait, cette image, ce cadrage, cette lumière, c'est déjà artistique en soi, quoi. À côté de moi, qui est le truc le plus banal, je suis assis dans mon bureau, il n'y a aucune recherche esthétique chez moi, c'est vraiment, j'ai allumé ma caméra qui en plus est de mauvaise qualité. Et Oh, bah, quand on voit la différence avec toi, là, on se dit que tu es vraiment t'es un artiste, en fait. le plan, il y a un peu de travers, je crois. Mais j'aime bien le côté. Ça se répond un peu, nos deux plans, quoi. Toi, c'est Constantinople, quoi. Et puis moi, c'est la froideur d'un mur bleu mis en noir et blanc, quoi. Donc, Bon, Quentin Rouchet, je te remercie merci encore, hein. de nous avoir parlé de tout ça. Et puis, bah, tous les liens dont on a parlé, même bah, d'Encassé, évidemment, Le Monde est en ruine, etc. Ta chaîne YouTube, etc. Si ça intéresse les gens d'y aller. Ton Telegram, parce que tu as un Telegram, un compte Telegram, là. Hein? J'ai j'ai Ouais, tout, de toute façon. il est partout, il est omniprésent. Et puis bah, je mets tout ça dans la description, puis j'invite les gens à y aller, à regarder cette vidéo, à mettre des pouces. Il faut mettre des pouces pour l'algorithme et tout ça. Enfin voilà, les gens connaissent tout ça. On Merci. fait, j'ai pas entendu, Merci aussi aux gens qui nous ont écoutés pendant une heure. évidemment. Merci à eux et puis merci à toi encore. Et puis bah, bonne continuation. On espère que ça Ouais, durera encore longtemps. force Merci. et café, hein. Et le café, bien sûr. Merci Quentin. À bientôt. À bientôt, à très vite.